Les gars, quand je lis ce chapitre 1182 de One Piece, je ne peux m'empêcher de me poser une question. Pourquoi Oda sabote-t-il autant son manga? Pourquoi il sabote autant son manga? Parce que ce 1182 de One Piece, c'est un vrai bon chapitre de mise en place. C'est un vrai bon chapitre de mise en place. Du coup, moi, je me demande à quoi ont servi les chapitres du 1172 au 1177. Ces chapitres n'ont servi à rien. Et puis, Herbaf aurait pu être un arc exceptionnel. Moi, je vous le dis, hein, ça aurait pu être un arc exceptionnel parce que moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut avoir eu droit à trois quatre chapitres sur Road et le monde des Lego, mais à un seul chapitre sur un combat aussi mythique et légendaire que celui de Garp et Roger face à Xebec sous Domi Reversi? Moi, je comprends pas. L'arc Herbaf aurait pu être exceptionnel en tout point, que ce soit le flashback ou encore même l'arc en général. Mais je comprends pas pourquoi Oda il aime faire tourner machin truc, les sommes et tout ça. Parce que oui, avec le kidnapping des enfants et tout, les parents qui sont les enfants et tout, ça a trop duré. Ça a été trop long. Maintenant, on entre dans les choses vraiment intéressantes. On entre dans les choses vraiment intéressantes où on concerne les lieutenants de Luffy. Bon, même si j'aurais pensé qu'on aurait pu concerner encore plus d'autres Mugiwara pour que eux aussi power up, parce que là, ça sent clairement le power up pour Zoro et Sanji, surtout pour Sanji. Mais voilà, même si c'est assez difficile d'établir ou de déterminer quel sera le réel power up de Zoro, parce que si Sanji développe et débloque le HDR revêtu, bah, il va falloir que Zoro power up d'une façon ou d'une autre, vu que les deux personnages avancent relativement au même niveau. Mais voilà. Moi, je trouve que oui, c'est très bon, on va pas se mentir, c'est vrai. Il y a toujours des raisons de se plaindre, deux, trois petites raisons de se plaindre là. Mais voilà, il aurait quand même pu concerner d'autres Mugiwara. Donc, du coup, ce chapitre 1182 de One Piece qui se nomme Zaza, c'est un très bon chapitre de mise en place, 7 sur 10. Bon, on va entrer dans le vif du sujet de notre vidéo sans plus tarder. Bon, désolé, je suis un peu grippé là. Mais bref. Bon, les amis, vous me connaissez, je suis une chaîne YouTube qui est principalement et accessoirement basée sur les rapports de force. Donc, du coup, ce chapitre ne va pas trop s'appesantir sur l'analyse, surtout avec Zaza et tout ça, les différents dieux de l'univers de One Piece, non. Mais plus globalement sur la puissance, étant donné que le chapitre commence où le précédent s'était arrêté, on continue avec le combat qui opposait Loki à Imu. Et souvenez-vous, lorsque ce combat commençait, lorsque Imu est apparu sur Erbaf, je vous avais dit un truc précis. Imu me semble moins impressionnant que Xebec sous Domi Reversi. Et là, on en a la confirmation. Tu as Somers qui dit que avec ce corps-là, bon, il ne possède pas un corps qui lui permet de se battre et de quitter Marie-Joie. Donc, on comprend qu'il y a un truc autour de ça. De toutes les façons, on l'avait déjà compris. Au vu du fait que lorsque Imu a quitté Marie-Joie, bah, il s'est mis à tousser. Bon, maintenant, on peut se poser la question, à quoi c'est lié? Bon, je vais vous dire un truc, mais ça va vous sembler fou. Vous savez, Redline ouvre les dragons célestes est particulièrement ému. Il y a une théorie qui voudrait que bah, si Redline est rouge, c'est parce que c'est teinté de sang. Et ma théorie serait dans la suivante. En effet, si Imu, lorsqu'il quitte Redline pour se rendre dans le monde d'en bas, il souffre énormément. C'est peut-être parce que bah, le sang versé sur Redline lui permet de rester en vie. Bon, ça c'est une théorie, je la pose là comme ça. Et il y a aussi le fait que lorsque les dragons célestes descendent sur le monde inférieur, bah, ils sont répugnés, horrifiés, tout ce que vous voulez. Voilà, vous connaissez le comportement, je ne vais pas l'expliquer ici. Bah, il fallait aussi que ça nous montre une certaine répercussion, ou en tout cas, il nous montre une certaine réaction relativement similaire. Mais je vais vous dire un truc. Imu me semble ne pas détester les gens d'en bas autant que les dragons célestes. En tout cas, elle ne semble pas, pardon, encore une fois, elle avec Imi, mais bref, il ne semble pas être aussi répugné face aux humains que les dragons célestes. En fait, Imi me semble même beaucoup plus humain que les dragons célestes. Il semble avoir un certain respect que les dragons célestes n'ont pas pour le genre humain. Et du coup, il me semble vraiment appartenir à la race des humains. Bon, on l'aura compris au vu de sa présentation. C'est vrai qu'il y a encore énormément de zones d'ombre concernant le personnage. Mais le personnage me semble de plus en plus intéressant, surtout que dans ce chapitre, il a traité Nidok de traître. Bon, ça voudrait dire que auparavant, Imu était pote avec Nidok. Et puis, moi, je vous l'ai dit, arrêtez de penser, enfin, bon, je ne peux pas vous demander d'arrêter de penser ça parce que c'est un peu logique et légitime de le penser. Mais d'après moi, Joy Boy n'était potentiellement pas le gentil de l'histoire parce que, encore une fois, Joy Boy est connu en tant que le tout premier pirate de l'univers de One Piece. Et moi, je vous ai toujours dit, en tant que le tout premier pirate, bah, c'est lui qui doit nous donner le sens même, la définition même du mot pirate. Et d'après la définition que nous tous nous connaissons de pirate, bah, Joy Boy était un pillard, un gars qui n'était pas bien, quoi. Donc, du coup, il serait possible que Joy Boy n'était pas
comment dire, tout blanc, comme on peut le penser aujourd'hui. Peut-être que c'était un gars, voilà, qui s'en foutait un peu des règles et tout, transgressait les règles. Et au vu du comportement de Imu, bah, peut-être que Imu, c'était un gars très droit, qui n'aimait pas trop les transgressions et tout ça. Peut-être que c'est ce genre de choses-là qui les a divisés auparavant. Et puis, il y a aussi le cas avec David Jones. David Jones qui était le roi du monde. Mais, bon, ça c'est d'après Xebec, mais d'après Vegapunk, ou je sais plus qui avait dit ça exactement. Mais bref, on avait aussi appris que bah, David Jones, c'était un pirate légendaire. Je crois que c'est Xebec lui-même qui nous le disait. Donc, ça avait été un roi du monde. Il avait été le roi du monde, mais lui aussi, il avait été, comment dire, un pirate, un délinquant. Donc, il y a, voilà, peut-être que, bon, c'était lui qui était censé devenir le roi du monde. Peut-être que David Jones, lui aussi, faisait partie des 20 rois et que peut-être que l'Assemblée avait décidé, avait choisi David Jones pour être l'un des 20 rois, mais Imu s'était insurgé en se sentant trahi, peut-être parce qu'il considérait avoir fait plus que David Jones pour régler la situation de l'ancien royaume et avait décidé donc, voilà, d'affronter David Jones ou de tuer David Jones pour reprendre le trône. Peut-être, ça ce n'est qu'une théorie, mais moi je vous disais, il y a quelques temps que moi, le flashback de Imu, David Jones et Joy Boy ne m'intéressait absolument pas. Mais là, ça m'intéresse de plus en plus. Et il serait possible que, voilà, comme je l'ai dit, c'est une théorie que je veux absolument qu'elle passe. Mais bref, on va faire comment? Si mon corbeau force sa théorie du futur, bah moi, qui suis-je pour ne pas forcer sur la mienne? Bon, moi, je pense que David Jones, c'est lui qui avait mangé le fruit du nid d'or. Peut-être même que David Jones était un géant antique. Ça, on n'en sait rien. Au vu du fait que Xebec était un boucanier, voilà. Xebec, c'est un boucanier, peut-être avec les descendants, des descendants, des descendants. Les géants antiques se sont accouplés avec les humains et tout ça. Puis, la tribu des boucaniers est née, et c'est comme ça que Xebec lui aussi il est né. Donc, c'est peut-être un descendant d'un géant antique qui était David Jones. Bon, la parenthèse est fermée. Maintenant, revenons sur les rapports de force. Encore une fois, moi, je vous avais dit, les rapports de force ne demandent pas, ne nécessitent pas des émotions. Je vous avais dit que Imu me paraissait moins impressionnant que Xebec sous Domi Reversi. Pourquoi? Parce que lors de l'apparition de Imu, tout ce qu'il a fait, bah, c'est dégager Zoro, dégager Sanji et dégager Gert. Bon, Zoro et Sanji, ouais, c'est relativement impressionnant, on va pas se mentir. Mais Xebec sous Domi Reversi, lorsqu'il est apparu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a giflé Kaido, il a giflé Big Mom et il a giflé Barbe Blanche. On parle là de deux mecs qui maîtrisaient déjà le revêtement du HDS, c'est-à-dire Big Mom et Barbe Blanche, et Kaido qui venait d'obtenir son fruit du dragon. Donc, en termes de résistance, déjà, rien que ces personnages-là, c'était déjà fou. Mais Xebec les avait mis KO. Et là où c'est vraiment impressionnant, on va pas se mentir, c'est que Barbe Blanche God Valley, c'est niveau Yonko, parce qu'on le sait très bien, il maîtrisait le revêtement du HDR, plus son Goa no Mi, c'était déjà impressionnant. Surtout si on le compare à Barbe Blanche, Marineford, que beaucoup considèrent comme étant niveau Yonko, bah à mon avis, il n'y a pas match. Barbe Blanche God Valley est de loin supérieur à Barbe Blanche Marineford parce qu'il a la santé, la vigueur, la jeunesse, la vitesse, tout ça. Il n'a pas de problème de vieillesse, il est un peu plus rapide. Voilà, Barbe Blanche, Marineford, il a beaucoup trop de problèmes. Les problèmes de santé, la vitesse, l'âge et tout ça. Il ne peut même plus utiliser le revêtement du HDR ni le HDA et encore moins HDO qui est vraiment trop faible. Donc, pour moi, Barbe Blanche God Valley, c'est niveau Yonko. Big Mom, God Valley, à mon avis, c'est niveau low Yonko parce que elle aussi maîtrisait déjà le revêtement du HDR avec un bon fruit du démon. Donc, c'était presque sa version Prime. On va pas se mentir, même si c'était pas réellement sa version Prime, mais on s'en rapprochait très fortement. Et Kaido, voilà, le Kaido qui a mangé le Yonomi, bah, c'était un Kaido qui, à mon avis, avait le niveau YCM. Mais Xebec, il les a tous one shot. Ça, c'était vraiment un move très impressionnant. Et là, depuis l'apparition de Imu sur Erbaf, on se rend compte que Loki arrive à bien tenir la cadence face à Imu. Bon, même si Imu, à mon avis, n'est pas réellement à fond, même si Imu n'est pas complètement concentré d'après ce qu'on a vu au chapitre précédent sur Loki. Mais voilà, Loki arrive quand même à tenir la cadence. Du coup, on peut donc se poser la question, bah, quel est le niveau de Loki, quel est le niveau de Imu? Déjà, à mon avis, Xebec sous Domi Reversi est plus puissant que ce Imu qui est apparu sur Erbaf. Ça, il faut le préciser. Et Loki, encore une fois, pour moi, il est un peu légèrement en dessus de Barbe Blanche. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, il faut pas croire que je fais ça parce que c'est du rage bait et tout. Mais ça, ce sont mes rapports de force et ce sont mes estimations. D'ailleurs, il y a une remarque là qui a été faite, je ne sais plus par qui, je pense, j'ai vu sur Twitter, si je dis pas de bêtises. Bon, il semblerait que
Loki a la capacité de modifier sa taille. Ça, c'est vraiment impressionnant d'avoir remarqué ça parce que moi, dans la lecture, je ne l'ai pas directement remarqué. Mais il semblerait que Loki, en forme dragon, ait la capacité de modifier sa taille. Et puis, il y a des gens qui disent lorsque Loki va enlever ses bandages et tout, on se rend compte que lorsqu'il a sa forme dragon, il n'a plus de bandages. Donc, je ne comprends pas trop le délire avec les bandages et tout. Donc, Loki est à fond. Je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle il se, comment dire, retiendrait. Maintenant, parlons un peu de Zoro et Sanji. Bon, les mecs qui étaient venus nous raconter faisaient les tops de puissance Zoro supérieur à Loki et tout. Vous êtes où? Vraiment, il faut vous présenter parce que là, moi, quand je dis ce personnage est surcoté, vous croyez que ce sont des plaisanteries. Les mecs qui nous disaient Zoro supérieur à Big Mom. Vous voyez, aujourd'hui, on en est rendu à un point où Loki est en train d'affronter le top 1 du verse, c'est-à-dire Imu. Là où Zoro s'est fait one-shot par le top 1 du verse. Et là, vous essayez de nous faire croire que Zoro est supérieur à Big Mom, Zoro est supérieur à Garp. D'ailleurs, il y a une scène là où on voit Zoro sur l'épaule de Goldberg. Il dit merci parce que oui, si moi j'avais dû me déplacer tout seul, j'aurais mis des heures. Vous vous rendez compte que Goldberg est plus rapide que Zoro? Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et vous comparez Zoro à un mec comme Garp qui lui a fait le tour de la ruche en à peine une seconde, moins d'une seconde même. C'est une dinguerie. Et regardez même Gaban. Gaban était en train de survoler Erbaf à une vitesse folle, mais Zoro il te dit bon, j'aurais mis des heures. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce personnage est loin du niveau des... Mais je ne sais pas. Mais il y a quoi à côté ce personnage? Moi, je dis, à chaque fois que je parle, vous croyez que... Non, mais il aura son power-up, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, bon, après, je ne pensais pas que Killingham et Somers allaient bénéficier d'un power-up. Mais là, il semblerait que Killingham et Somers bénéficieront d'un power-up. Killingham va affronter Sanji. Et Sanji, bon, là, il n'y a plus de retour en arrière. Il est obligé de power-up, il est obligé de développer le revêtement du HDR parce qu'il faut vaincre Killingham. Moi, je pense que c'est sûr à 80% que Sanji va débloquer le HDR dans son combat face à Killingham. Maintenant, Killingham a invoqué Zaza qui est en train de kidnapper les enfants. Ça va être un vrai problème pour Sanji. Bon, il serait possible que pendant que Sanji sera en train de se battre contre Killingham, Zaza sera en train de kidnapper les enfants pour l'envoyer sur le bateau. Bon, peut-être, je ne sais pas maintenant. Le Zoro face à Somers, c'est aussi un combat intéressant parce que Somers, ces lianes-là sont en acier, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, il est capable d'induire ces lianes de acquis de l'armement. Donc, ça va représenter un challenge de plus pour Zoro qui va devoir couper les lianes qui sont déjà en acier revêtis de acquis de l'armement de Somers. Peut-être que la puissance du HDR de Zoro va encore augmenter, va encore se développer. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais on voit encore que les deux personnages sont mis sur un même pied d'égalité. Maintenant, on peut remarquer aussi que les Dragons Célestes ont relancé leur opération kidnapping d'enfants. Bon, pour être franc avec vous, je ne les vois pas se rater deux fois. À mon avis, cette deuxième fois, ils vont réussir à kidnapper les enfants pour les amener sur la TSN de Marie-Joie, surtout avec Zaza qui semble vraiment réussir son coup. Et moi, je pense que Sanji va essayer d'empêcher Zaza de réussir son coup en essayant de passer Killingham. Mais voilà, Killingham, avec la nouvelle puissance qu'il bénéficie, va réussir à tenir Sanji. Et je ne sais vraiment pas quelle sera l'issue. En fait, c'est dur de déterminer, pardon, quelle sera l'issue des combats de Zoro et Sanji. Vu que l'arc Erbaf, comme l'auteur nous a dit en interview, ça va se terminer en fanfare. Donc vraiment, ce serait vraiment un très très bon scénario que les enfants finissent par être kidnappés. Surtout que Loki n'a plus rien à faire sur Erbaf. Il était enchaîné pendant 6 ans et tout ça. Voilà, elle a été trop confinée à Erbaf. Maintenant que la situation est résolue, le mystère derrière tout ce qui s'est passé avec Harald est résolu, je ne vois vraiment plus la raison pour laquelle Loki resterait confiné à Erbaf et peut-être qu'on verra son équipage. Donc je pense potentiellement que les Dragons Célestes vont réussir le coup. Et surtout lorsque Luffy va revenir, peut-être qu'il va aussi développer un nouveau power-up parce que lui aussi, il faut qu'il power-up. Et là, qu'est-ce que les fans de Luffy vont nous dire? Niveau 3 Rodieux. Bon, potentiellement, vous connaissez. Et à mon avis, il va aussi se décider d'accélérer la cadence et il va vraiment dominer Luffy et Loki. À un moment donné, je pense que ça sera une situation temporelle qui va empêcher Imi de finir le travail et Luffy aussi, à mon avis, avec son nouveau power-up, il va se fatiguer, son nouveau power-up qui devra améliorer, il va se fatiguer et il y aura cette situation-là. Bon, c'est un peu ça que je pense. Bon, on apprend aussi que les dragons célestes ne se lavent pas vu qu'ils vivent au-dessus des nuages, ils ont peur de la pluie. Ça, c'est inédit, c'est une dinguerie quand même. Et si Zaza devait vraiment exister dans l'univers de One Piece, moi je pense que ce serait plus une Vivi qu'un dragon.